Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. N'oubliez pas que Storia Voce est une radio associative, elle ne vit que grâce à votre soutien. Nous vous rappelons ainsi en cette période de fin d'année que nous sommes reconnus d'utilité publique et qu'à ce titre, en nous aidant, vous pouvez déduire de vos impôts les 2/3 du don que vous faites à Storia Voce. Si par exemple vous faites un don de 30 € à notre association, vous pouvez déduire de vos impôts 20 € et votre don ne vous coûte ainsi que 10 €. Rendez-vous donc dans notre rubrique Soutenez Storia Voce depuis notre page d'accueil storiavoce.com. Alors, de toutes les idées reçues ou de tous les lieux communs concernant le Moyen-Âge, celui qui vient sans nul doute en tête de liste est l'affirmation que les hommes du Moyen-Âge croyaient que la Terre était plate. Il aurait donc fallu attendre la Renaissance et son génie pour que l'on redécouvre au fond dans le sillage de l'Antiquité que la Terre était bien ronde. Storia Voce vous propose de mettre fin à un des plus grands mythes médiévaux. Quel est précisément l'apport du savoir antique aux sociétés médiévales? Comment cet apport est-il transmis? Quels en sont ses vecteurs? Que nous disent les textes des hommes du Moyen-Âge à ce propos? Et surtout, comment va se construire cette légende à propos des hommes de l'époque? C'est ce que je vais voir avec mes deux invités. Sylvie Noni, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur agrégé de sciences physiques et chercheuse associée à l'UMR 7219. De Sphère. Violaine Giacomotto Ciara, bonjour. Bonjour Christophe Dickès. Alors vous êtes professeur de littérature de la Renaissance à l'université Bordeaux-Montaigne, spécialiste des savoirs et des langues. Vous venez de publier toutes deux La Terre plate, généalogie d'une idée fausse, un petit ouvrage très stimulant paru aux éditions Les Belles Lettres. Alors, avant de rentrer dans la période médiévale, il me semble important de savoir ce que l'on savait précisément à l'époque antique. Que nous disent Platon et Aristote de notre bonne vieille Terre? Je vais bien commencer. Donc Platon, Aristote, la Terre est une sphère. Ils ont un désaccord. Pour Platon, elle est immense. Pour Aristote, elle est de taille beaucoup plus modeste. Mais en tous les cas, les deux professent qu'elle est une sphère. Et Aristote va développer tout un argumentaire qu'on va retrouver tout au long du Moyen-Âge sur les raisons de cette forme. Il y a des raisons philosophiques. La Terre est le lieu de l'immobilité. Donc la Terre n'est pas en mouvement. Elle est immobile, c'est vers elle que convergent tous les objets qui tombent, c'est le lieu même de l'immobilité, et comme il n'y a pas de raison, pour des raisons de symétrie, de privilégier une direction, elle est forcément sphérique. Et puis va aussi se développer un argumentaire qu'on pourrait dire plus observationnel, même si ce n'est pas le processus fondamental des sciences des philosophes de la nature de l'époque, mais on va observer que le ciel étoilé n'a pas la même configuration lorsqu'on se déplace vers le nord ou vers le sud. Les marins le savent depuis très longtemps. On va aussi observer la forme des éclipses de lune, la forme sphérique de la Terre, de l'ombre de la Terre qui se projette sur la lune, et un certain nombre d'autres observations qui vont être transmises avec le corpus aristotélicien qui va courir pendant toute l'Antiquité tardive, le Haut Moyen-Âge, tout le Moyen-Âge, avec des variantes qu'on va peut-être pouvoir développer. Qu'on va développer. Et on voit aussi le bateau qui, au loin, en fait, en quelque sorte, tombe dans l'horizon. Oui, par la coque, et c'est le mât qui disparaît en dernier. Donc, effectivement, c'est une preuve qui vient de l'expérience des marins. Et je pense que ce savoir-là était partagé bien au-delà des philosophes de la nature et des savants de l'époque. Alors, est-ce que Platon et Aristote sont des exceptions ou bien il y a bien d'autres penseurs qui, à l'époque antique, développent l'idée de la sphéricité de la Terre? À partir de Platon, on peut considérer que les théories autres que portant sur la sphéricité sont marginales. Le relais important, c'est Aristote, puisque le système aristotélicien
Ensuite, beaucoup plus que celui de Platon, Platon n'est pas considéré comme un cosmologue ou comme un astronome. Par contre, Aristote construit un système philosophique au sein duquel il y a un système astronomique et physique complet. Et c'est ce système-là qui fonde toute la tradition philosophique de la période hellénistique puis alexandrine et qui passe ensuite chez les Arabes. Et c'est conforté par les travaux des astronomes. Alors il faut bien distinguer ici les travaux des philosophes, dont est Aristote, qui sont des travaux qui portent sur la configuration générale du cosmos, avec une composante mathématique très secondaire, et puis les travaux des mathématiciens. Donc le système aristotélicien est conforté plus tard par les travaux de Ptolémée, et à partir de cet ensemble qui se construit progressivement, il y a de toute façon consensus. C'est relayé par des manuels, c'est enseigné dans les différentes écoles antiques. Les théories autres sont tout à fait marginales, et d'autant plus marginalisées que Aristote commence toujours ses traités par une réfutation des théories précédentes. Et donc le traité du ciel, qui est l'ouvrage dans lequel il expose le système de la Terre immobile et sphérique au centre de l'univers et le mouvement des sphères célestes, et commence par la réfutation, l'exposé et la réfutation des théories précédentes, en particulier celle des philosophes présocratiques. Donc il transmet Aristote transmet une théorie de la sphéricité démontrée, appuyée sur des calculs mathématiques, mais il transmet aussi la réfutation et les arguments pour réfuter les théories présocratiques, et donc par là toute autre forme attribuée à la Terre. Sylvie Noni, est-ce qu'on peut parler d'une géographie à l'époque, d'études géographiques ? Oui, la géographie va se développer un petit peu plus tard, avec Ptolémée, qui a été évoqué donc, au IIe siècle après Jésus-Christ. Avant lui, il y a Strabon, et avant lui, il y a Hipparque, qui vont s'appuyer sur cette cosmologie aristotélicienne qui imprègne toute cette géographie. Alors, il va y avoir des variantes. J'ai oublié de citer Ératosthène, donc mathématicien... 2e siècle avant Jésus-Christ. 3e même, à cheval entre le 3e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, qui, lui, le premier, fait la mesure du rayon de la Terre. Donc, tout à l'heure, on disait, ça fait donc 2500 ans que l'humanité sait que la Terre est sphérique, et 2400 qu'elle sait mesurer, avec une approximation, un très bon ordre de grandeur, son rayon. Et ces travaux vont se poursuivre effectivement avec des variantes. On voit que Strabon conteste beaucoup les calculs d'Ératosthène, on n'est pas sûr qu'il les comprenne, mais on voit qu'il reprend plutôt les hypothèses d'Hipparque et les observations d'Hipparque, qui par exemple a observé à des lieux différents en longitude mais sur la même latitude des éclipses pour essayer d'appréhender la longueur du monde habitable, l'œcumène. Et donc avec ces observations-là, avec une grosse marge d'erreur on peut dire, mais il y a déjà des tentatives pour mesurer les écarts de longitude de la partie habitée de la Terre, qui va des côtes du Portugal jusqu'au fin fond de l'Asie et du Japon. Alors, Violaine Giacomoto Ciara, on va faire un bond dans le temps. On voit l'Antiquité tardive comme une période où on perd un peu du savoir, du fait des invasions barbares, du fait de la crise de l'Empire romain, etc., etc. Est-ce que ce savoir de la sphéricité de la Terre se perd ? Non, ça c'est clair, non. Il est certain que l'on a perdu une partie du savoir, la composante la plus technique, puisque les communications avec le monde grec tardif avec Alexandrie se ferment, un certain nombre d'espaces de transmission du savoir se perdent, mais par contre, la sphéricité n'est jamais oubliée. Je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, elle n'est plus débattue depuis très longtemps, c'est une évidence pour tout le monde. Donc elle n'est pas forcément mentionnée dans les textes, parce que pour toute personne un minimum éduqué, c'est une évidence. Les pères de l'Église ne l'ont pas contesté. D'ailleurs, la Bible ne dit pas que la Terre est plate. Donc, que ce soit par la transmission chrétienne, des commentaires sur la Genèse, chez les premiers pères grecs comme Basile de Césarée, ensuite chez les pères latins comme Ambroise de Milan, qui commente très précisément les 6 jours de la création, ou que ce soit par le savoir latin
qui arrive, qui est conservé à travers, par exemple, l'histoire naturelle de Pline, les questions naturelles de Sénèque, les adaptations qui ont été faites du savoir grec par les latins. Cicéron a traduit le Timée, les ouvrages de vulgarisation latin. Dans tous ces ouvrages-là, que ce soit la voie païenne ou la voie chrétienne de l'Antiquité tardive, la Terre est plate, la Terre est ronde, pardon. La Terre est ronde. La Terre est toujours ronde et ça n'est pas discuté. En fait, c'est ça qui est important. Sylvie Noni. Oui, alors, bien sûr, on précise tout de suite dans nos livres de qui parle-t-on quand on dit on pensait la Terre sphérique? Il faut peut-être tout de suite nous affranchir de ça. Bien, on parle des traces écrites. On a bien sûr accès qu'à la partie émergée des manuscrits, ceux qui ont réussi à traverser les siècles qui nous séparent. Et donc, c'est sur la base de ces écrits et non pas sur la base de témoignages de simples artisans ou de simples paysans de l'époque. Nous ne disposons pas. Malgré tout, on a des ouvrages qui ont un statut particulier, sur lesquels on s'est un peu attardé, qui ont un statut de manuel. En atteste le nombre de rééditions que l'on peut trouver, le nombre de manuscrits que l'on peut trouver. Et ces manuels, certains sont célèbres, comme celui de Théon de Smyrne, qui reprennent la cosmographie de Platon, celui de Macrobe ou celui de Marcianus Capella, qui ont traversé les siècles, qui ont été repris. Pour celui de Théon de Smyrne, qui a été repris par Cassiodore par la suite, par Chalcidius dans un commentaire donc du Timée, sans signaler que la provenance était Théon de Smyrne, mais tous ces savoirs-là, donc à la fois astronomiques, cosmographiques, platoniciens, ont été transmis par les dignitaires de l'Église par la suite et ont traversé tout le Moyen-Âge. On sait que le pape Gerbert d'Aurillac lisait ces textes et avait accès donc aux commentaires du Timée par ces manuels. Donc voilà, c'est la partie émergée, effectivement. On ne peut pas avoir une vision exhaustive, mais on a une vision quand même confortée par de nombreux manuels qui se répètent, qui se copient, qui sont réécrits. Alors il y a un personnage qui se distingue, c'est Lactance. On dira bien plus tard la faute à Voltaire. Là, on peut dire c'est la faute à Lactance. Lactance, qui est ce personnage exactement et que nous dit-il ? Je peux en parler. Lactance est un rhéteur. Quelqu'un au Copernic dira qu'il aurait dû se contenter de bien écrire, mais pas de faire de mathématiques. Parce que nous sommes sur quelle période ? Alors Lactance est au 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Donc il n'a été que très très tardivement au XVIIIe siècle reconnu comme père de l'Église et pour ses institutions divines et les travaux théologiques qu'il a fait autour de ça, mais absolument pas pour ses compétences mathématiques. Et c'est justement l'édition de son texte au XVIIIe siècle qui a provoqué l'ire de Voltaire, qui dans une petite note de ses écrits relève que Lactance a été honoré comme père de l'Église alors que c'était un piètre, bien sûr, cosmographe et mathématicien, et qui disait que des âneries. Il disait effectivement qu'il était impensable qu'il y ait des antipodes et que la Terre fût ronde. Et clairement, Lactance considère que la Terre ne peut pas être ronde. Mais il est unique. C'est le seul dans le monde latin dont on a pu trouver ce genre d'écrits. Et ces écrits-là n'ont pas circulé ni influencé le Moyen-Âge par la suite, puisque c'est absolument pas ces textes que l'on retrouve cités et mentionnés. Donc, Lactance, voilà, c'est le seul que les affirmateurs de ce mythe ont à se mettre sous la dent. Il y a quelques autres dignitaires de l'Église, nestorienne de l'Église d'Antioche, qui ont défendu le mythe de la Terre plate. Donc Antioche, c'est dans l'actuelle Turquie. Voilà, et c'est l'Église orientale, l'Église d'Orient, une partie de l'Église d'Orient, donc avec Théodore de Mopsueste, Diodore de Gabala, enfin des gens qui ont défendu l'idée que la Terre, la seule représentation de la Terre, c'était celle d'un tabernacle, comme on la trouve décrite dans la Bible, un tabernacle recouvert d'un voile, mais cette affirmation et toute l'école qu'il y a autour n'a aucune postérité dans le monde latin. C'est ça on s'est attaché à montrer, puisqu'ils écrivent en grec d'une part, et que tout le courant nestorien d'autre part est condamné par les conciles de Chalcidoine en 431 et d'Éphèse par la suite. Et donc il n'y a pas de transmission de ces thèses-là dans le monde latin. Violaine Giacomotto Ciara ? Oui, je pense qu'il faut préciser aussi quelque chose, parce que dans cette construction du mythe d'un Moyen-Âge croyant à la Terre plate,
on part toujours aussi du présupposé que l'Église contrôle absolument tous les savoirs et que le savoir scientifique et le savoir religieux, ce serait la même chose. Mais le cas Lactance illustre très bien ce fait. Les savoirs scientifiques, depuis l'Antiquité grecque, vivent de leur vie autonome de savoir scientifique. Ils peuvent croiser les savoirs religieux sur des problèmes de questions théologiques, quand l'interprétation des textes saints engage aussi des conceptions scientifiques. Mais on ne peut pas fonder une histoire des savoirs sur des textes théologiques ou religieux, surtout quand ils sont minoritaires. Donc vous disiez c'est la faute à Lactance, non, c'est la faute à Voltaire, parce que c'est exactement comme si aujourd'hui, dans la masse des écrits scientifiques, c'est comme si aujourd'hui par exemple, je sais pas moi, un illuminé quelque part, enfin il y en a quelques-uns, écrit que la Terre est plate, on en connaît, et que dans 1000 ans, on va dire, ah regardez, au XXIe siècle, ils croyaient que la Terre était plate en allant chercher un type sur le web, et en présentant ça comme la production de l'Observatoire de Paris. C'est ce qu'on fait avec Lactance, c'est-à-dire qu'on fait croire que ce texte est un texte scientifique. Alors, le texte de Lactance est un texte qui a eu des répercussions importantes, qui a été admiré, mais absolument pas comme texte scientifique. Donc il faut commencer par rappeler que déjà, dès l'origine, dans l'Antiquité, puis ensuite l'Antiquité tardive et au Moyen-Âge, on fait la différence entre un texte de science, un texte de fiction, un texte de théologie, etc. Donc on ne se baserait pas aujourd'hui sur un roman pour en faire un texte de science, on ne se baserait pas sur les faits de quelqu'un qui n'appartient pas à une institution scientifique pour considérer que c'est la vérité. Et donc, aller chercher Lactance, c'est exactement la même chose que si aujourd'hui on allait chercher un théologien parfaitement respectable mais sans aucune formation scientifique et qu'on considère que c'est la vérité scientifique de notre temps au détriment de toute la production du CNRS, de l'Observatoire, de tout ce que vous voulez, de la NASA, enfin voilà. Alors le savoir se transmet par les monastères, par les moines copistes. La place aussi du monde arabe est assez importante, et on parle très souvent de la traduction des textes grecs vers l'arabe et donc de l'arabe vers le latin. Est-ce que il faut attendre une période tardive pour redécouvrir cette idée? Est-ce que cette idée est mise entre parenthèses à une période du Moyen-Âge, ou au contraire, elle continue au fond à se développer et se rencontre dans les textes des 10e, 11e, 12e siècles? Alors, donc, on n'a effectivement pas directement les textes grecs, et en particulier, c'est important de préciser qu'on n'a pas les textes d'Aristote, pas directement. Mais par contre, l'idée de la sphéricité, l'idée de la structure d'un cosmos fermé, un cosmos sphérique, il faut se souvenir aussi que le monde est fini. Donc le monde est lui-même une sphère, composée de sphères emboîtées avec la Terre au centre, entourée par les 4 éléments, avec une frontière solide qui passe à l'orbe de la Lune et qui sépare le monde élémentaire, qu'on appelle le monde sublunaire, et le monde céleste, composé de quintessence, d'éther. Il y a des discussions sur la matière des cieux, mais peu importe. Cette idée générale-là, elle ne se perd jamais. Et elle est transmise à l'Occident médiéval très tôt, avec une œuvre qui est capitale parce qu'elle traverse absolument toute la culture médiévale, et ça sera l'une des toutes premières œuvres imprimées après l'invention de l'imprimerie, c'est-à-dire les travaux d'Isidore de Séville, qui était donc l'évêque de Séville, et qui, à la demande, on est au début du 7e siècle, à la demande du roi wisigoth, probablement Sisebut, dans les années 630, a justement rédigé des textes de savoir pour mettre en forme et conserver l'ensemble de ce qu'on savait encore dans à la fois la perspective d'éduquer les clercs et d'éduquer la population, en particulier sur la question des phénomènes naturels, probablement pour lutter contre un certain nombre de peurs devant certains phénomènes météorologiques. En tout cas, il y a une dimension vraiment naturaliste et scientifique qui est confiée à cet homme qui est l'évêque de Séville, comme l'indique son nom. Et donc il y a 2 textes absolument majeurs, un De Natura Rerum, qui reprend en plus un titre qui a une forte signification dans l'Antiquité, et puis les étymologies qui sont une norme encyclopédie qui entre dans le savoir par les mots dont il explique l'origine. Et donc dans les 2 textes, il y a des données scientifiques très importantes, et en particulier dans la question de la sphéricité, alors là, est absolument clairement établie avec des schémas. Enfin, elle ne fait absolument pas de doute. Et le texte d'Isidore sert ensuite de point de départ à toutes les réécritures médiévales. Donc on n'a pas besoin d'attendre la réorganisation
du système scolaire, la naissance des premières écoles. On n'a pas non plus besoin d'attendre ensuite la grande réorganisation universitaire. Le texte est relayé par d'autres textes qui s'appellent Imago Mundi ou De Universo ou De Natura Rerum, etc. Et à chaque époque, il y a eu des encyclopédies produites par des hommes d'église qui maintiennent ce savoir, alors qui est un savoir simplifié, basique. Il n'y a aucun calcul mathématique. On n'apprend pas à calculer les mouvements célestes. Il n'y a pas d'exposé des travaux mathématiques comme ceux de Ptolémée. Il n'y a pas le calcul des éclipses, etc. Mais par contre, sur ce qui est la cosmologie et les bases de la physique, l'héritage aristotélicien, tout est déjà là. Est-ce que, Sylvie Noni, les savoirs sont cloisonnés? Parce qu'on reproche souvent à l'époque médiévale, au fond, de cloisonner les savoirs et de faire en sorte que ce cloisonnement empêche la transmission des savoirs de façon générale. Nous, on parle donc là des savoirs qui sont transmis par les philosophes de la nature, qui ne sont pas spécialement des gens qui cloisonnent, puisqu'ils s'occupent, ils vont de la métaphysique jusqu'aux mathématiques. Avicenne, par exemple, dans le monde arabe, a écrit aussi bien sur la métaphysique que sur les mathématiques, sur la philosophie, sur la rhétorique. Donc, on ne peut pas parler de cloisonnement des savoirs, mais au contraire d'une grande unité de pensée. Effectivement, traversé par le modèle aristotélicien. Si je parle du monde arabe, il est omniprésent, ce modèle aristotélicien. Il n'est pas remis en question, ou alors à la marge, ou sur des questions très très pointues. Mais ce modèle dont parlait Violaine d'un monde composé de sphères conglobées les unes avec les autres va perdurer jusqu'au XVIIe siècle. Et ça, c'est clair, et tout le monde s'inscrit dans ce modèle-là. Et il n'y a pas de séparation des savoirs, et au contraire, les formations des philosophes de la nature sont des formations très larges, très ouvertes, donc qui vont voir du côté de l'astronomie, du côté des mathématiques, du côté de la philosophie, de la métaphysique. On ne peut pas dire ça. Nous évoquions tout à l'heure la géographie à l'époque antique. Il existe une géographie médiévale et une cartographie médiévale? Oui, tout à fait. Il y a, alors on évoque le monde arabe, il y a les cartes d'Al-Idrissi, donc là on est déjà au 10e, 11e siècle, qui ont été transmises, mais dans le monde médiéval, on parlait d'Isidore de Séville, il est à l'origine de la première carte en OT ou TO selon les cultures anglo-saxonnes ou françaises, mais donc c'est des cartes qu'on appelle en orbis terrarum, où de façon symbolique on représente avec un T qui traverse la carte les différentes mers qui se croisent au point de Jérusalem. Elles sont toutes orientées d'ailleurs vers l'est, c'est-à-dire vers Jérusalem. Et puis ensuite, il y a toute une série de mapmondes dont l'histoire a été faite par des tas de chercheurs dont on a utilisé les travaux pour ces mapmondes sont parfois utilisés comme des illustrations reproduites dans des abbayes, dans des lieux de culte où elles sont commentées. Elles sont souvent raillées par la suite à cause de la naïveté des dessins qui sont dedans. Mais il s'agit d'un support, comme c'est Patrick Gauthier-Dalcher qui a beaucoup démontré ça, il s'agit d'un support à exercice d'enseignement. Donc il y a toute une cartographie qui donne à voir le monde connu, les frontières du monde connu, qui effectivement s'arrête à l'océan, et il est entouré d'océans dans tous les cas, puisqu'on a c'est la rupture du XVe siècle, on a considéré que cet océan était infranchissable. Mais c'est effectivement la seule rupture. Violaine Giacomotto Ciara, nous allons faire plus tard une émission sur la transmission des savoirs. Vous évoquiez l'idée que c'était au fond, la sphéricité était une idée communément acquise. On la voit transmise dans les documents, dans l'enseignement qu'il peut y avoir? Oui. Alors de ce point de vue-là, ce qui est très intéressant, c'est de regarder les manuels, puisque là, justement, on a affaire à des ouvrages qui ne sont pas des ouvrages de spécialistes. Parce que un autre des arguments qu'on a entendu et auquel on essaie de répondre dans l'ouvrage, c'est de dire ah oui, mais seule une toute petite poignée de gens savaient que la Terre était ronde, et puis le reste pensait que la Terre était plate. Alors encore une fois, évidemment, je pense qu'il faut rappeler et préciser que toute une partie de la population reste à l'écart des mouvements d'éducation.
les études actuelles ont tendance à montrer que peut-être quand même l'alphabétisation était plus importante que ce qu'on pensait, en particulier dans les villes. Donc les campagnes sont très à l'écart des mouvements d'alphabétisation, mais dans les villes, il y a ce qu'on appelle des petites écoles, donc l'équivalent des écoles primaires, et certainement quand même déjà un niveau d'alphabétisation, y compris pour des classes populaires, enfin les artisans, les marchands, etc. Et puis, on a donc des manuels qui apparaissent à partir du moment où se met en place vraiment un système d'enseignement structuré avec la formation des universités et la naissance, en tout cas dans le modèle de l'université française, qui n'est pas tout à fait le même en Italie, du cursus S-Art qu'on peut comparer au lycée actuel. C'est-à-dire que ça correspond aux années de collège ou de lycée actuel pour des enfants de 10 à 18 ans à peu près. Et c'est le cadre, c'est le moment, ce cursus S-Art où on enseigne le triwium et le quadriwium, donc les 4 disciplines mathématiques, dont l'astronomie, arithmétique, musique et géométrie. Mais l'astronomie fait partie des programmes d'éducation de la formation S-Art, qui est une formation propédeutique avant d'aller vers les universités supérieures. Donc vous avez toute une partie de la population qui passe par ces universités, alors qui n'est pas massive, mais qui est quand même bien réelle, avec des étudiants qui se forment uniquement S-Art, et puis d'autres qui continuent vers les facultés supérieures. Et l'astronomie est enseignée donc dans cette partie propédeutique. Et là, on a un témoignage extraordinaire, alors qui est très connu et qui est très facile d'accès, qui est donc la sphère de Sacrobosco, le Tractatus de Sphera, qui est justement un ouvrage pédagogique, un manuel, qui a été écrit par un professeur de mathématiques au début du XIIIe siècle, Johannes de Sacrobosco, qui enseignait à Paris, et qui est vraiment un manuel d'instruction et d'initiation à l'astronomie, et qui est donc très pédagogique, très clair, alors débarrassé des grands calculs, mais avec des démonstrations. Et c'est le manuel qui a, parce que c'est une belle réussite pédagogique, donc c'est le manuel qui a été utilisé dans les universités jusqu'au début du XVIIe siècle. Dans toute l'Europe. On en a il y a des centaines d'exemplaires conservés de manuscrits. Il a été imprimé comme Isidore de Séville extrêmement tôt. C'est-à-dire que la première édition est faite à Ferrare en 1472. Et c'est l'un des très grands succès de librairie de tout le XVIe siècle parce qu'il sert de manuel dans les universités, mais du coup, en raison de ses qualités pédagogiques, de ses illustrations pratiques, etc., il sert aussi à tous ceux qui ont envie de s'initier à l'astronomie. Donc, je pense qu'on pourrait le comparer à une sorte de que sais-je aujourd'hui. Voilà, c'est le que sais-je sur l'astronomie, et donc tous les pédagogues du XVIe siècle, en terre catholique comme ensuite après la réforme en terre réformée, s'en emparent. Il y a une édition commentée éditée par Melanchthon, il y a des éditions faites par Oronce Finet, par Lefebvre d'Étaples, les philosophes le commentent. Souvent c'est l'occasion de l'enrichir, etc. Mais cet ouvrage circule extraordinairement dans des éditions qui ne sont pas forcément très chères. Et donc on sait qu'au moins depuis le XIIIe siècle, on sait comment très précisément était enseignée l'astronomie. Et donc le deuxième chapitre porte sur la rotondité de la Terre, et c'est là qu'il y a la démonstration qui est faite avec d'une part le bateau qui s'éloigne, alors qu'on soit sur le rivage ou qu'on soit sur le pont, et puis la preuve aussi par la forme de la Terre projetée dans les éclipses. Mais alors justement, puisque vous parliez du bateau, est-ce que l'on sait si un milieu populaire comme le milieu maritime est un milieu qui sait que la Terre est ronde? Oui, alors je devais faire un bond en arrière et revenir au IVe siècle avant Jésus-Christ, au moment où Pythéas, un navigateur marseillais, part sans doute depuis Gadès en Espagne. Donc il part par la terre, puis par la mer, et il part vers Thulé, l'Islande, et il mesure la latitude en plantant un bâton vertical, c'est-à-dire dans le cadre du modèle aristotélicien. Il en déduit que la latitude à laquelle il est arrivé est de 63 degrés. Il est un des premiers Méditerranéens à avoir observé un été polaire, une journée polaire en été. Et donc, voilà, toutes les interprétations des mesures qu'il fait à la fois des étoiles et puis de la variation de longueur de l'ombre d'un bâton sont dans le cadre aristotélicien. Donc voilà, 4e siècle avant Jésus-Christ, Pythéas, sans doute un navigateur un peu érudit, un peu plus, parce qu'on a des traces de ses écrits, tous les marins n'écrivent pas, mais ça fait très longtemps que les marins savent, oui.
Est-ce qu'on ne confond pas au fond le débat sur la sphéricité avec celui de la place de la Terre dans l'univers? Et même sur ce point, voir les choses avec d'un côté le savant et de l'autre une église qui refuserait toute science, vous montrez dans votre ouvrage que cette idée en soi est complètement stupide. Oui, alors on confond plusieurs choses, puisque quand on demande aux gens, on l'a fait, Sylvie et moi, avec nos élèves et étudiants comme nos collègues, en fait, ils confondent de toute évidence la question de la sphéricité, alors non seulement la question de l'héliocentrisme, enfin du débat géocentrisme-héliocentrisme, mais la question du mouvement. Cette Terre, elle est sphérique, par contre, on la croit immobile. Ça, c'est parfaitement vrai. Hein, voilà. Donc, les hypothèses ensuite qui émergent progressivement sont d'une part, et elles sont liées, la question de la place de la Terre dans ce qu'on va appeler le système solaire, mais qui jusqu'à l'héliocentrisme n'est pas un système solaire, et la question du mouvement. Et donc, on confond, on confond tout simplement les questions qui se sont posées. Et du coup, le procès qui est fait à Galilée, qui est en général emblématisé comme l'Église qui refuse la science, symbole de l'opposition de l'Église et de la science, est transformé en un symbole, oui, d'une Église conservatrice qui aurait refusé absolument toutes les positions scientifiques, quelles qu'elles soient, parce que comme on le dit aussi à la fin du livre, il y a d'autres mythes qui vont avec, le mythe de la dissection interdite, etc. Donc non, il n'y a pas d'opposition systématique de la science et de l'Église, tout simplement parce qu'encore une fois, ce sont des domaines, alors pas complètement distincts bien sûr, mais partiellement distincts. Et donc, je pense qu'il faut insister sur un point, c'est que l'Église se mêle de science quand la science empiète sur des questions qui engagent la foi ou des questions de théologie. Mais par exemple, la science n'a jamais empêché de faire de la botanique ou de la zoologie. Vous avez depuis le Moyen-Âge, et ça s'amplifie à la Renaissance, une grande tradition botanique et zoologique. La science n'a jamais empêché de faire de la médecine. La science n'a jamais l'Église n'a jamais empêché de faire l'Église n'a jamais empêché de faire de la botanique, de la zoologie, de la médecine, n'a pas empêché de disséquer. Donc il y a une science qui vit en dehors de l'Église. Après, il y a des moments où, évidemment, les questions scientifiques recoupent des questions de théologie et de foi. Et il y a des traces, évidemment, régulières. Il ne s'agit pas de dire non plus que l'Église est ouverte absolument à tout progrès scientifique. Il y a des points de crispation et de conflits réguliers quand il s'agit, par exemple, de savoir si le monde est éternel, s'il y a une unité de l'âme, etc. Voilà, il y a des points comme ça. Et donc, le cas de Galilée est particulier parce que Galilée ne défend pas simplement le système héliocentrique, il engage tout le système de représentation du monde et surtout la physique. Et quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est que le changement de système du monde n'est pas simplement un changement de système astronomique. En parlant de révolution copernicienne, on masque d'une certaine façon l'importance de ce qui s'est passé, parce que c'est pas simplement le problème de l'héliocentrisme qui se substitue au géocentrisme, c'est le fait qu'on ouvre le monde, qu'on efface les limites extérieures, qu'on efface la frontière entre le monde sublunaire et le monde supralunaire, qu'on transforme la question de la matière céleste, qu'on transforme la nature des sphères célestes. Et donc là, il y a une révolution, effectivement, de l'ensemble du savoir qui, du coup, entre en conflit avec des questions théologiques ou des questions ontologiques, parce que l'homme perd sa place au centre du monde. Mais on est dans des questions d'un autre niveau, si j'ose dire. Il y a ça aussi. Ouais. Mais justement, pourrait-on dire pourquoi, puisque les points de friction réels existent, ils sont documentés, ils sont historicisés, donc pourquoi, puisqu'ils existent, pourquoi en inventer un tout à fait fabulé, tout à fait inventé? Donc imaginez, celui d'une église qui se serait arc-boutée sur la représentation plate de la Terre. Ce que vous montrez, c'est, nous ne l'avons pas évoqué, mais au moment des traductions grecques, il n'y a pas de choc culturel. Absolument pas, non. Non. Donc, comme si un monde platiste aurait découvert tout d'un coup la sphéricité. Non, pas du tout. Il y a une continuité totale. Et donc, ce qu'on veut montrer, c'est que, puisqu'il y a des moments de friction réelle, mais que la Terre plate n'en est pas un, pourquoi diable a-t-il été construit et pourquoi diable a-t-il été inventé? Et donc, il y a une construction
qui date à peu près effectivement de Voltaire, quelques prémices avant, mais c'est surtout effectivement Voltaire et tout le 19e siècle qui a suivi, qui a construit cette représentation envers et contre tout, en s'appuyant effectivement sur peut-être le fait que dans la population, il est souvent plus difficile de comprendre la différence, enfin, le phénomène du mouvement de la Terre, parce que ne serait-ce que parce que les preuves du mouvement de la Terre, il a fallu attendre très longtemps pour les avoir, alors que les preuves de la sphéricité de la Terre, on les avait depuis l'Antiquité, comme on l'a dit. Et donc ce n'est pas un savoir aussi facile à partager, mais il y a tout un mouvement que l'on s'attache à décortiquer à partir de, par exemple, la publication de Vie et roman de Christophe Colomb, Vie et voyage de Christophe Colomb par Washington Irving aux États-Unis en 1828, qui va être repris, cet ouvrage va être cité, mentionné par un Français professeur au Collège de France, Monsieur Le Trône, qui va être repris par différents historiens jusqu'à Michelet. Et donc toute cette thèse, cette construction autour de la figure de Christophe Colomb qui va cristalliser tout d'un coup toutes ces représentations erronées sur à la fois le Moyen-Âge et sur l'évolution des savoirs, se fait pendant le 19e siècle. Et c'est très intéressant de la suivre, de voir comment les gens se relaient, se citent. Et beaucoup de gens se citent entre eux, des noms que j'ai cités. Il faut ajouter Humboldt, donc j'ai dit Michelet. Et on va construire une scène que l'on trouve représentée sur des tableaux, que l'on trouve représentée même dans des films, qui est souvent appelé le Concile de Salamanque ou le Conseil de Salamanque, une scène inventée sur laquelle il n'y a pas de document d'archives en tous les cas, contrairement à beaucoup d'autres données sur la vie de Christophe Colomb. Eh bien, dans cette scène, Christophe Colomb aurait eu à affronter les dignitaires de l'Église pour les convaincre de la sphéricité de la Terre et pour pouvoir entreprendre son voyage. En fait, il y a eu effectivement des réunions, des conseils, l'un à Tolède, l'autre à Salamanque et sans doute un troisième, on ne sait pas trop où, une commission présidée par Talavera à qui les rois catholiques avaient demandé de vérifier la faisabilité du voyage de Colomb. Et cette construction complètement mythologique autour de ce conseil de Salamanque va rencontrer l'adhésion de beaucoup de monde. Aujourd'hui, les gens qui travaillent sur les fake news disent elles procèdent souvent du biais de confirmation. Si on les défend tant, c'est qu'on aime y croire, c'est parce que ça vient confirmer d'autres représentations. Mais là, avec cette scène, on va donc confirmer le caractère abruti de l'Église, alors que à Salamanque, par exemple, l'université est l'une des plus brillantes d'Europe à l'époque. On va confirmer la pertinence et la vision d'un homme simple, un marin, un simple marin, Michelet dira même un simple fils de serf, qui a une vision qui va bouleverser tous les champs du savoir autour de lui, ce qui est complètement faux, puisque tout le monde sait que la Terre est sphérique au moment où Christophe Colomb entreprend son voyage. Donc il y a plusieurs figures comme ça qui vont se croiser, qui vont nous conforter en tous les cas les gens du 19e siècle, mais ça va se prolonger au 20e siècle, donc c'est pour ça que je dis nous, ça va abondamment se prolonger. Et donc cette idée que Christophe Colomb, alors d'autres disent Magellan, mais après Galilée, il y a Christophe Colomb et Magellan qui viennent seuls contre tous, contre l'establishment, on pourrait dire, bousculer les savoirs établis en entreprenant de faire le tour de la Terre. Alors, cela ne concerne pas simplement la France. Vous évoquez aussi une histoire américaine. La question, la remise en cause de l'Église et de sa relation avec le savoir n'est pas prégnante simplement sur notre territoire. Donc effectivement, je parlais de Washington Irving aux États-Unis, mais il va être très vite traduit dès 1828 en France. Je voulais noter quand même que dans le même temps, à la même date, paraît une histoire de l'astronomie de Monsieur Delambre en France, qui ne raconte absolument pas qu'on a imaginé la Terre plate, qui fait toute une histoire. Mais Delambre a accès au texte, il lit le grec, il lit le latin, et donc lui, il fait une histoire. Tout juste note-t-il, effectivement, une perte des savoirs mathématiques au Moyen-Âge, mais pas du tout une perte de la sphéricité de la Terre.
outre-Atlantique, la parution de l'ouvrage d'Irving va se faire au milieu d'un siècle qui va voir s'affronter les tenants des théories de l'évolution naissante et les créationnistes qui utilisent abondamment des arguments religieux. Et donc, dans ce nouveau conflit qu'on n'a pas encore évoqué entre la science et la religion, l'argument mais déjà il croyait que la Terre était plate va venir au secours de ce débat très très violent qui a lieu entre les tenants des deux théories. Là encore, sans plus de raison, c'est pas fondé bien sûr historiquement, mais ça sert à appuyer la thèse d'une Église catholique. Parce que les protestants apprécient de pouvoir taper dessus, une église catholique arc-boutée sur des savoirs complètement obsolètes et qui n'en démord pas de la platitude de la Terre. Comment expliquer le succès de ce mythe, Violaine Giacomoto-Ciara? Oui, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière, parce qu'avant de parler du 19e siècle, il y a quand même l'étape cruciale du 18e, et je pense qu'elle explique beaucoup la suite, puisque l'un des principaux artisans de la construction du mythe est Voltaire. Et donc, il le fait dans un cadre polémique qui est très particulier, qui est celui des rapports de l'Église et des philosophes au moment des Lumières, où donc il a un certain nombre de raisons fondées d'entrer, lui, en conflit avec l'Église. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il instrumentalise le malheureux Lactance et qu'il contribue très fortement à créer ce mythe d'un Moyen-Âge obscurantiste croyant à la Terre plate. Et donc, le poids de Voltaire et le retentissement de la philosophie des Lumières qui assure quand même au XVIIIe siècle un rayonnement intellectuel, le rayonnement intellectuel de la France, est une première chose à prendre en considération. Et Voltaire est quand même quelqu'un dont la plume et le talent indéniable ont fait beaucoup pour la promotion du mythe, mais il l'a construit vraiment avec une mauvaise foi évidente, en manipulant les sources, enfin voilà, en allant sélectionner la seule source qui lui convenait. Donc c'est l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire quand on fait de la recherche. Ensuite, je crois que effectivement la survie du mythe s'explique par des contextes intellectuels différents, mais qui tous sont favorables. C'est-à-dire qu'en France, passé l'Empire et la Révolution et l'Empire, on entre quand même dans un long siècle de confrontation à la fois entre laïcité, religion, République naissante, Ancien Régime, et donc évidemment il est extrêmement pratique d'instrumentaliser conjointement, parce que ça va aussi avec une vision déformée de l'Ancien Régime, d'instrumentaliser le trône et l'Église d'un côté en faisant un symbole d'obscurantisme, d'arriération, d'opposition. À ce moment-là aussi qu'on se met à développer particulièrement le mythe d'un Moyen-Âge cruel ou d'un Moyen-Âge qui brûle les sorcières. Enfin, il n'y a qu'à voir aussi. Bon, il y a qu'à lire Notre-Dame de Paris, par exemple. Même et donc, en France, ça entre très fortement en résonance avec le mouvement républicain, puis ensuite, évidemment, avec l'école de la République. Et puis, aux États-Unis, effectivement, et dans le monde anglo-saxon, ça rejoint d'autres biais idéologiques, en particulier l'affirmation des églises protestantes, alors que les premières condamnations de Copernic sont venues des luthériens et pas des catholiques, donc c'est assez amusant. L'idée aussi, certainement, des États-Unis, terre de progrès, voilà. Et puis ensuite, comme l'a dit Sylvie, ça entre en conflit avec d'autres, enfin, ça entre en résonance plutôt avec d'autres conflits qui sont extrêmement violents, en particulier la querelle autour de Darwin. Donc je pense qu'il y a une conjonction de faits qui font qu'il est très pratique de continuer à croire en la Terre plate. Et après, je pense que ce qui se passe, c'est vraiment, alors pour le coup, la puissance de l'école républicaine, de la pédagogie de l'école des hussards noirs, de la puissance de diffusion des images, qui fait qu'encore aujourd'hui, oui, on a ça en tête, on l'a tous entendu à l'école, on l'a tous entendu à l'école. Parce que le XXe siècle arrive là-dessus, bien sûr, il hérite de Michelet et de tous ses écrits, mais
l'histoire des sciences quand même se développe et ça fait on peut dire que dans le premier quart du XXe siècle, cette thèse de la Terre plate ne peut pas être défendue par un historien des sciences. Et elle ne peut plus être défendue. Donc sur le plan des savoirs académiques, ça fait très longtemps qu'on sait que cette histoire est une invention. Alors pourquoi n'a-t-elle pas été diffusée? Et donc on s'est attaché à chercher dans la littérature, les films, les productions culturelles du XXe siècle, tout ce qui a véhiculé cette idée qui séduit effectivement beaucoup de monde, comme on disait tout à l'heure, un biais de confirmation de tous les présupposés que l'on a par ailleurs. Et on a notamment arpenté les manuels scolaires, les nôtres, ceux qui ont été produits dans les années 60, 70, 80, et qui continuent de colporter cette idée que Christophe Colomb, par exemple, à son époque, peu de savants pensaient que la Terre était ronde, mais lui a entrepris de le démontrer. Et on a même trouvé un ouvrage du cours moyen qui a été édité en 57 avec cette affirmation, presque mot pour mot, et qui a été réédité 30 ans plus tard avec la même affirmation. Autrement dit, pendant 30 ans, des enseignants, des instituteurs, des inspecteurs ont lu ce manuel et personne n'a pensé à dire mais stop, faut arrêter de raconter ça. Donc il y a il y a quelques aussi belles plumes qui ont prêté leur secours. Je pense par exemple à Arthur Koestler, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Les somnambules après la guerre. Arthur Koestler n'est pas un scientifique, encore moins un historien des sciences, mais enfin, il avait décidé lui aussi de lutter contre les cloisonnements des savoirs et de réécrire donc une histoire des sciences où il va véhiculer lui aussi cette idée. Bon, on pourrait citer tout un florilège, alors même des historiens des sciences. Par exemple, il y en a un, quand même j'ai oublié, je voulais le mettre en exception tout à l'heure, Daniel Boorstin, qui a écrit un ouvrage très très diffusé qui s'appelle Les Découvreurs, en Angleterre et puis en France, dans lequel il affirme que pendant que les Chinois, eux, s'occupaient de mesurer la Terre, eh bien, notre Moyen-Âge catholique balbutiait, retournait à la croyance en la Terre plate. Donc, il y a beaucoup de plumes scientifiques. Alors, je ne parle pas de Claude Allègre, ministre de l'Éducation nationale, qui nous a écrit un florilège là-dessus. On met ça, toutes ces citations dans notre ouvrage, mais on aurait pu y passer l'ouvrage en entier parce que c'est sans arrêt cette mention de la croyance en la Terre plate vient sans arrêt émailler quand vous voulez démontrer que quelqu'un est complètement abruti par le dogme. Vous mentionnez la croyance en la Terre plate. Ils sont tellement endoctrinés, ces gens, qu'ils croient encore que la Terre est plate. C'est passé dans le langage courant comme une preuve d'endoctrinement. Violaine Giacomotto-Ciarra, je le disais tout à l'heure, vous êtes une spécialiste de la transmission du savoir. Qu'est-ce que cette affaire, au fond, dit de cette transmission et de cette idée de la nécessaire vulgarisation ? Je trouve que c'est extrêmement inquiétant parce que justement, en plus on juge, les gens qui affirment, qui se moquent du Moyen-Âge en affirmant qu'on croyait que la Terre était plate, sont en train de juger une époque où, juste quand on y pense, malgré l'effondrement de l'Empire romain, les invasions barbares, la réorganisation complète de la société, le savoir ne s'était pas perdu. Donc, je trouve assez plaisant, assez piquant d'opposer ce qu'on observe de cette transmission du savoir exact maintenue envers et contre tout par toute une chaîne d'encyclopédies qui s'acharne à le maintenir, alors que justement le 19e siècle, qui se veut siècle de progrès, positiviste, rationaliste, etc., et qui a toutes les sources à disposition, non seulement n'a pas cherché à vérifier les propos antérieurs de Voltaire ou à les déconstruire, mais s'est empressé de les confirmer. Et on a encore aujourd'hui, on en a fait l'expérience dans le colloque où on s'était rencontré avec Sylvie, l'expérience de collègues qui, mais contre toute bonne foi,
explique qu'entre le monde grec et Copernic, il n'y a rien eu. Moi, je l'ai entendu ce jour-là. D'ailleurs, le colloque s'était fini dans une discussion un peu véhémente. Donc, il y a quand même d'une part, pour revenir aussi sur la question de pourquoi continue-t-on à y croire, il y a d'une part une volonté absolument consciente de la part de certains milieux, dans une perspective idéologique d'opposition à l'Église, et là je pense qu'il y a un vieux fond laïcard et anticlérical qui consiste à, je veux dire, il ne s'agit pas de faire du prosélytisme, ici la foi n'est pas en cause, mais vraiment contre toute l'évidence à défendre ce mythe. Non, c'est un devoir d'histoire en fait. Voilà. Et en même temps, d'autre part, je pense qu'il y a une forme après de confort intellectuel de gens qui ont envie de continuer à y croire. Ce qui est très inquiétant, est-ce que ça dit quand même qu'on a un problème aujourd'hui d'établissement des savoirs dans les programmes scolaires, parce que les manuels sont faits trop vite, avec des programmes qui sont démesurés, mais où on laisse aux enseignants trop peu de temps pour les traiter correctement. Et donc, je pense aussi que dans une société de l'information où on est assailli par trop de choses, on ne vérifie plus rien. Et ce qui est grave, c'est qu'on ne vérifie plus rien dans les programmes scolaires. Et je pense que n'importe quel spécialiste qui s'empare d'un manuel d'histoire aujourd'hui, sur sa spécialité, va être absolument horrifié, parce qu'en fait, le degré de simplification, pour le coup, puisqu'on parlait de vulgarisation, le degré de simplification est tel qu'on en arrive à dire vraiment des énormités. Et je pense que c'est le résultat de programmes qui sont totalement inadaptés, c'est-à-dire qui sur le papier sont d'une ambition absolument délirante. Quand on regarde ce que c'est qu'un programme d'histoire de lycée aujourd'hui, on a l'impression qu'on va faire sortir une série de génies qui iront directement au Collège de France. Puis quand vous regardez la réalité des choses, les enseignants ont 3 heures pour traiter Renaissance, Réforme, Humanisme, par exemple. Et donc évidemment, on en arrive en fait à des non-sens. Et les enseignants qui font les manuels ne sont pas des spécialistes. Pourtant, ils travaillent sous le contrôle d'universitaires et d'inspecteurs, et ils ne vérifient pas les choses, tout simplement. Oui. Sylvie Noni, le mot de la fin. Oui, mais à travers cet ouvrage, justement, on voudrait plaider pour un enseignement de l'histoire des sciences qui prenne cette discipline pour une discipline authentique, alors qu'elle n'a pour la place, dans les manuels du secondaire dont on parle, elle n'a que la place d'illustration, d'anecdotes, voire de contrepoint à des enseignements de sciences dures. Et cette histoire des sciences est particulièrement maltraitée. Elle est d'ailleurs assez peu enseignée. Elle est enseignée qu'à l'université et pas encore dans toutes les universités. Et elle a des outils, des méthodes. La première d'entre elles étant d'aller voir les textes sources. Ils sont parfois arides et difficiles d'appréhension, mais ça vaut le coup. Et c'est pour ça qu'on a émaillé notre ouvrage à destination, par exemple, des enseignants, de nombreuses références de textes accessibles sur les bibliothèques en ligne, les bibliothèques électroniques, pour qu'ils aillent voir, qu'ils aillent lire ces textes. Mais vraiment, il faut refonder la place de l'histoire des sciences. Elle ne peut pas être un supplément d'âme et se réduire à une illustration comme elle le fait dans les manuels. Il faut vraiment enseigner sa méthodologie, ses outils, sa démarche qui lui est propre. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux. Donc, Violaine Giacomotto Ciara et Sylvie Noni, La Terre plate, généalogie du nid des fosses, un ouvrage paru aux éditions Les Belles Lettres. Et je donne rendez-vous aussi à nos auditeurs qu'ils retrouvent l'émission que nous enregistrerons dans quelques semaines avec Violaine Giacomotto Ciara, consacrée à la vulgarisation des savoirs, ceci à la fin du Moyen-Âge et à l'époque de la Renaissance. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, chères auditrices, pour votre fidélité, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci beaucoup.